Bonjour à toutes et tous, bienvenue au 1345 Live, votre rendez-vous hebdomadaire avec la FSPF. Au programme de cette semaine, la rencontre avec le conseiller santé de la Première ministre Elisabeth Borne, les déclarations du ministre de la Santé François Braun à l'occasion de la journée de l'ordre et la fin de l'examen du PLFSS par le Parlement. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live, mais sans plus attendre, les questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour Valérien, bonjour à toutes et tous. Alors Philippe, tu as rencontré mercredi à Matignon le conseiller santé de la Première ministre Elisabeth Borne. Quel sujet avez-vous évoqué? Alors, Cédric Arcos est quelqu'un qui connaît bien son sujet, hein, depuis longtemps, il est dans l'administration de la santé depuis très longtemps. Nous avons commencé et nous avons passé un long moment sur les problématiques de réseau et d'effectifs. Il faut qu'on arrive à trouver les solutions pour avoir suffisamment de professionnels qui travaillent dans nos officines. Donc, ça a été vraiment le premier temps. Il s'est engagé à faire des réunions tripartites avec le ministère de l'Enseignement sup et le ministère de la Santé pour améliorer les choses sur les deuxièmes années, notamment en pharma. Nous avons parlé du système du troisième cycle aussi en pharmacie, de l'attractivité nécessaire, de la visibilité de la branche dans Parcoursup. On a parlé des préparateurs en pharmacie, du DUST, hein, et des missions des préparateurs. Donc tout ça, ils ont bien en tête en fait la difficulté et ils ont besoin d'un réseau de pharmaciens. Ils savent, ils ont conscience que c'est le dernier réseau de santé de proximité qui fonctionne, et donc je pense qu'ils sont parfaitement au courant de ça. Donc il y a des mesures à prendre et j'espère qu'elles seront prises. On a parlé également du Conseil national de la refondation et de la proposition de loi de la députée Rist qui va se passer au mois de janvier, avec ce qui est le contour des métiers, le parcours de soins, le rôle de chacun des professionnels de santé aux côtés du patient. C'était également un temps important. Et puis, nous avons évidemment parlé de la convention avec, d'une part, son déploiement, avec les textes qui nous manquent encore pour la vaccination, et dans un deuxième temps, l'avenant économique de 2023. Nous avons convenu de nous revoir soit au mois de juin, soit au mois de septembre, enfin soit avant l'été, soit après, pour caler cette discussion économique de cadrage de moyen terme pour l'officine. Ce ne sera pas la partie la plus simple, je ne vous le cache pas, mais en tout cas, tout le monde a bien en tête qu'il y a ce rendez-vous qui devra être tenu. Ensuite, nous avons parlé de notre célèbre problématique de la sérialisation, parce qu'en résumé, de son point de vue, lui, très clairement, Matignon ne veut pas avoir 300 millions d'euros d'amende à payer à l'Europe, et nous non plus. Donc, la loi, les lois ont des noms bizarres, ça s'appelle la DADU, en fait. C'est le dispositif de mise en route des dispositions européennes c'est une loi qui va passer au Sénat, va comprendre donc ces fameuses amendes pour les pharmaciens dont je parlais la semaine dernière. Il faut vraiment y aller, parce que là, je pense qu'il n'y aura il y aura vraiment aucun délai pour la mise en route des sanctions. Et donc, c'est les dernières semaines pour se mettre en route sur ce dispositif. On a parlé aussi du dispositif lui-même, mais je ne vous dirai pas ce qu'on en a dit par pudeur. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut y aller et pour éviter l'amende. Voilà en gros ce que nous avons dit avec Cédric Arcos. Donc, un truc essentiellement tourné métier, avec des rendez-vous à prendre. Donc, on est très suivi, hein, vous avez vu, après Matignon, après l'Élysée-Matignon, mais avec des rencontres très, très fréquentes avec le ministère de la Santé. Très bien. Le ministre de la Santé, François Braun, a quant à lui indiqué lundi, à l'occasion de la journée de l'ordre, être prêt à accorder encore aux pharmaciens de nouvelles missions et à pérenniser les protocoles de soins expérimentés cet été. Alors, tout cela est-il réalisable aujourd'hui dans les officines ?
Alors, nous avons bien sûr le problème d'effectifs, mais il y a une volonté de la profession d'aller dans cette voie. Donc, nous allons faire au mieux avec les moyens en hommes, les moyens humains dont nous disposons. Je voudrais revenir sur cette journée de l'ordre parce qu'il s'est passé plusieurs épisodes qui sont un peu, qui méritent d'être décryptés. Premièrement, je voudrais dire de façon très très claire qu'il n'a jamais été question dans la bouche de Karine Wolf, de la présidente de l'ordre, de demander à ce que les pharmaciens d'officine fassent des frottis. Parce que ça a été, bien sûr, elle a dit que c'était les pharmaciens, mais biologistes, la présidente de l'ordre et la présidente de tous les pharmaciens. Et elle parlait d'une extension des missions des pharmaciens biologistes et pas des pharmaciens d'officine. Je dis ça parce que certains de nos amis médecins n'ont pas manqué de faire des gorges chaudes de ce genre de choses. Donc, c'est quand même important. Donc, Karine n'a jamais dit ça. Le deuxième point, c'est par rapport à quelques propos de notre ministre qui ne devait pas être dans un bon jour, puisqu'il était assez... je trouve qu'il a été assez dur avec l'ensemble de la profession. Bon, l'histoire de la stérilisation, j'en ai parlé, je ne vais pas y revenir, et il a raison sur le truc, il faut qu'on évite l'amende, donc ok, ça, dont acte. Sur les biologistes, ben, il y a quand même une problématique de dialogue avec cette profession, donc il faut qu'elle renouer le contact avec la profession. J'espère qu'ils vont y arriver. En tout cas, j'ai trouvé les propos étaient très durs. Et ensuite, par rapport au code de déontologie, c'est à l'ordre d'écrire. C'est écrit comme ça dans la loi. Ce n'est pas la direction générale de l'organisation des soins d'écrire, c'est à l'ordre d'écrire. Donc là, il y a quelque chose, il y a manifestement un malentendu avec l'administration. J'espère qu'elle sera réglée vite. En tout cas, j'ai eu cette perception d'une irritation de la part du ministre sur pas mal de choses, bien sûr. Et ça, c'est jamais très bon quand on donne un message à une profession, malgré, et encore une fois, tout l'engagement qu'il a reconnu envers les pharmaciens et tous les efforts que font le ministère pour essayer de mettre en cohérence l'ensemble du parcours. Voilà, moi c'est un petit peu un retour sur un débat que j'ai trouvé, on va dire, compliqué lundi matin, un échange qui était un peu compliqué. Alors, dernier sujet de notre semaine, l'examen du PLFSS pour l'année prochaine, qui s'est achevé cette semaine. Quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs de ce cru 2023 ? Alors, il est quasiment terminé. Le 49.3, donc le texte a été de nouveau passé au 49.3 à l'Assemblée nationale. Il a été rétabli dans sa version initiale. Donc, ça veut dire que l'article 30 est toujours supprimé. Il n'y aura pas d'appel d'offres sur les génériques, mais il y aura de nouveau le rapport qui a été rétabli. Il y a donc cette fameuse réforme sur les dispositifs médicaux avec une marge. Donc, il va y avoir une réglementation des prix. Ça va se faire en 2023. Des règles qui vont changer. Donc, sur les DM, il va falloir voir comment on travaille maintenant l'ensemble des dispositifs médicaux. On a obtenu un droit de substitution. On a obtenu des remises potentielles sur un prix, mais un prix administré et plus un prix libre. Donc, ça va changer quand même la donne sur les DM. Il va falloir voir comment on fait. Le dernier point, c'est bien sûr la réforme de l'article qui sert de support à la Convention, avec la prescription du vaccin, avec tout ce qui nous manquait pour mettre en œuvre la Convention pharmaceutique et qui désormais va pouvoir s'enclencher dès le 1er janvier 2023. Un sentiment plutôt favorable sur les mesures santé contenues dans le PLFSS. En revanche, un sentiment très défavorable sur le financement. C'est un déséquilibre, encore une fois, envers l'hôpital, qui est donc des moyens qui ne sont pas accordés en regard au système de ville qui supporte le maximum du soin et de la prévention. C'est un souci pour demain parce que
sans moyens, le système libéral ne pourra pas continuer. Et donc, j'ai une inquiétude sur le sujet qui est une inquiétude sur la prise en compte politique de la santé libérale. Je te propose maintenant de répondre à la question d'Olivier Tissier, coprésident du syndicat des pharmaciens de l'Indre. Bonjour, je suis Olivier Tissier, coprésident du syndicat des pharmaciens de l'Indre. Le volet santé du Conseil national de la refondation a été lancé début octobre. Où en sont les discussions? Alors, le Conseil national de la refondation. Alors, le Conseil national de la refondation, il est en plein tour. Enfin, vous avez dans chaque département un Conseil national de la refondation avec une date. La fédération vous a envoyé une circulaire avec toutes les dates. Les ARS les ont mises à disposition. Pour moi, par exemple, à Carcassonne, c'est le 9 décembre, dans l'Aude. Donc, il faut aller, les pharmaciens, à ces conseils nationaux de la refondation. Et il faut dire que nous voulons être impliqués dans les entretiens de prévention, article 1. Article 2, qu'il faut nous donner la possibilité de délivrer certains médicaments avec des protocoles. Et article 3, alerter sur le besoin que nous avons dans les équipes d'avoir des moyens pour nous permettre de fonctionner dans les territoires. Donc, plus les messages sont donnés, plus ils remontent, parce que le principe de ces conseils nationaux de la refondation, c'est de faire remonter la voix de ces réunions. Il va y avoir donc une réunion nationale de cadrage qui sera le 16 décembre, après donc c'est à Matignon que nous avons appris ça. Et suite à ça, il y aura donc une conclusion provisoire de la première phase de ce Conseil national de la refondation qui sera début janvier. Et donc, juste avant la proposition de loi de la députée Rist qui permettra de commencer à enclencher les premières mesures post-Conseil national de la refondation. Voilà, donc allez-y et prenez la parole pour dire ce que nous pouvons apporter au système de soins. Ça reprend ce que nous avions dit pendant les campagnes présidentielles et législatives. Vous les avez eues, donc allez-y. Merci Philippe. Passons maintenant aux questions des internautes. Alors, des questions aujourd'hui concernant les tests antigéniques combinés, c'est-à-dire grippe et Covid. Il y a quelques questions sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus, notamment concernant le renseignement dans SIDEP, la facturation, la fourniture aux professionnels de santé effecteurs? Oui. Alors, il y a un texte réglementaire qui liste les tests que les pharmaciens, les TROD et les tests que les pharmaciens sont autorisés à pratiquer. Et donc, le test grippe fait partie de ces tests. Par ailleurs, il y a un autre système qui est en relation avec l'assurance maladie qui dit parmi ces tests, lesquels sont pris en charge par l'assurance maladie. Donc, en réalité, le test grippe, nous avons le droit de le faire. Le test Covid, nous avons le droit de le faire et nous avons aussi le droit de le facturer à l'assurance maladie puisqu'il est remboursable. Donc, le principe quand vous faites des combinés grippe-Covid, c'est que vous pouvez facturer la partie Covid, mais la partie grippe, elle est à la charge du patient. Et quant à la partie Covid, si le test que vous avez fait partie de la liste des tests agréés, vous avez tout à fait le droit, évidemment, et le devoir même de le renseigner sur SIDEP. Voilà, donc c'est assez simple. Quant à la partie fourniture aux professionnels de santé, eh bien, vous ne pouvez facturer à l'assurance maladie que la partie Covid, encore une fois.
puisque c'est la seule qui bénéficie d'une prise en charge. Donc la partie grippe est à la charge du professionnel de santé en fourniture professionnelle. Donc vous pourrez faire une facture de fourniture professionnelle. Voilà comment ça fonctionne. À noter qu'il y a d'autres tests dont on me parle et qui risquent d'être proposés. Ils ne font pas partie des tests que les pharmaciens sont pour l'instant autorisés à pratiquer. C'est donc une liste limitative. Vous avez l'habitude pour les produits, c'est pareil pour les actes. Il y a une liste d'actes qu'on a le droit de faire et d'autres qu'on n'a pas le droit de faire. Donc dans la liste, il y a grippe et Covid, mais il n'y a pas d'autres dont je crois il était question tout à l'heure. Très bien. Une autre question, juste sur le trop d'angine, pour savoir si, lors d'une prescription d'amoxicilline en ce moment en rupture, pour une angine, s'il n'y a pas eu de TROD au cabinet médical, le pharmacien demande s'il doit refaire ce trop d'angine. Dans le cas d'une ordonnance conditionnelle, oui. Une ordonnance conditionnelle, ça veut dire que le médecin a prescrit amoxicilline sous condition de réalisation du TROD par le pharmacien. Auquel cas, oui, vous devez le faire et en plus, il est remboursable. Dans les autres cas, normalement, non, vous ne devez pas le faire, mais rien n'empêche le dialogue avec le patient. Si vous mettez d'accord avec le patient, c'est dans une discussion entre vous. Mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a aucune réglementation qui vous impose de le faire. Voilà. Et voilà. Donc, c'est ordonnance conditionnelle, c'est ça. Voilà, ordonnance conditionnelle, c'est très clair. Avant de nous quitter, est-ce que tu veux nous présenter le programme de la prochaine étape du Tour de France de la Convention ? Ah oui, alors nous allons à Rennes lundi, nous allons parler de numérique, donc avec Xavier Vitry. Venez tous ou écoutez tous à Rennes. Et puis, je ne vais pas manquer de vous dire que mardi, à l'occasion de l'Assemblée générale de la Fédération, nous allons célébrer les 100 ans de l'acquisition de l'immeuble de l'Hôtel des pharmaciens, qui est devenu la Maison des pharmaciens, rue Balue, par l'ensemble de la profession. Et donc, c'est un événement qui est important. Je pense que nous vous donnerons des images de cette cérémonie où nous avons invités et qui seront sous notre marraine, ce sera Roselyne Bachelot et nous aurons la chance également d'avoir la ministre de la Santé, deux consoeurs, deux femmes ministres qui nous feront l'honneur d'être avec nous dans cette journée de commémoration. Voilà. Merci Philippe. Merci également à Olivier pour la question vidéo. Rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. À bientôt, bon week-end.